Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire dès maintenant. Bienvenue dans ce webinaire organisé conjointement par Oncorif et par la Corpalif en lien avec l'ARS Île-de-France ici présente, mais qui va être consacré aux soins palliatifs précoces en cancérologie. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vous laisse mettre vos commentaires dans la conversation. Ce webinaire va être enregistré et il sera disponible en replay sur nos sites web respectifs. Nous vous remercions pour votre participation très nombreuse. Et pour ces raisons de fluidité, seules vos caméras peuvent être activées. Et nous vous prions de transmettre vos réactions et vos questions exclusivement par écrit tout au long du webinaire. Merci par avance. Je vous rappelle donc que ce webinaire s'organisera en 3 séquences qui vont donc apparaître tout de suite. On vous remet le programme de ce webinaire à l'écran et nous poserons vos questions aux intervenants à la fin de chaque séquence. Donc, dans la première séquence, la parole va être donnée tout de suite dans quelques instants à l'ARS Île-de-France. Ensuite, dans une deuxième séquence, Oncorif et Corpalif, nous vous présenterons des outils pour vous aider. Et puis enfin, dans la dernière séquence, la parole sera donnée aux acteurs de terrain et à 2 établissements. Donc, je remercie tout particulièrement l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Ce webinaire a été pensé pour vous aider, avant tout, les acteurs de terrain, à bâtir, à formaliser un projet de soins palliatifs et à l'insérer dans la filière territoriale de soins palliatifs. Toutes vos questions sont les bienvenues. N'hésitez pas à les poser dans la conversation. Et bon webinaire. Voilà, à l'ARS, la main. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le docteur Daniel Simon, référente cancer à l'ARS Île-de-France, à la direction de l'offre de soins. Donc, je tenais tout d'abord à remercier la Corpalif et Oncorif pour l'organisation effectivement de ce webinaire, dont l'objet est d'accompagner la mise en place de soins palliatifs précoces en cancérologie. Donc, dans les éléments de contexte, nous avons finalement la stratégie décennale cancer, qui a été publiée il y a 4 ans maintenant, qui a intégré pour la première fois les soins palliatifs dans ses orientations et ses objectifs. Plus récemment, l'élaboration de la stratégie décennale des soins d'accompagnement. Donc, au plan régional aussi, on est aussi dans une période assez particulière puisqu'on a une remise à plat des autorisations de cancérologie, avec l'ambition également de prendre en compte l'organisation des soins palliatifs en cancérologie dans le cadre de la mise en œuvre de ces autorisations. Également une évaluation des lits identifiés de soins palliatifs qui pareil, vont permettre de repositionner certaines activités. Et donc, dans ce contexte-là, l'ARS a souhaité effectivement qu'Oncorif et la Corpalif propose ce webinaire pour, d'une part, rappeler les outils, proposer de nouveaux outils et, au final, organiser un appui à la mise en œuvre, effectivement, des projets de soins palliatifs au sein des établissements qui réalisent de la cancérologie. Donc, je ne serai pas beaucoup plus longue, juste pour vous dire que c'est effectivement un sujet qui est majeur parce que les besoins augmentent continuellement en cancérologie. Donc, il y a plus de cas de cancer détectés. Ces augmentations épidémiologiques sont essentiellement liées au vieillissement de la population, et donc effectivement avec des besoins croissants sur les soins palliatifs et notamment aussi sur leur anticipation. Alors, pour continuer un peu l'introduction, moi je vais vous présenter du coup la réévaluation des lits identifiés de soins palliatifs. Alors je mets le diaporama en route. Hop, voilà. Du coup, donc c'est une réévaluation qui s'appuie d'abord sur un rapport de la Cour des comptes qui préconisait un meilleur suivi des lits identifiés de soins palliatifs, puisque les lits identifiés de soins palliatifs, on savait où ils étaient reconnus, mais des fois sur la qualité en matière de soins palliatifs, c'est-à-dire la formation des professionnels et le travail qui y était fait,
le rapport de la Cour des comptes, il pointait parfois certaines difficultés. Et donc, il y a une instruction, donc celle du 21 juin 2023, qui a pour objet de structurer les filières de soins palliatifs, qui définit un référentiel de fonctionnement en annexe et qui préconise donc une réévaluation tous les 5 ans. Donc, à ce titre, donc au premier semestre 2024, l'ARS Île-de-France a lancé une enquête quantitative pour évaluer le nombre de lits identifiés de soins palliatifs sur la région à réévaluer et surtout voir là où ils étaient encore effectifs et là où ils ne l'étaient plus. Et donc le ministère, en parallèle, a mis en place une grille d'évaluation qualitative des lits identifiés de soins palliatifs et un SI qui doit permettre de réévaluer tous les 5 ans l'ensemble des lits identifiés de soins palliatifs. Hop. Voilà. Donc en décembre 2024, on a eu le lancement de la campagne de réévaluation pour les LISP MCO en Île-de-France, donc avec une ouverture de la fenêtre qui était le 2 décembre 2024 et une fenêtre qui ferme le 7 mars 2025 et qui doit se faire en lien avec la structuration des filières territoriales de soins palliatifs. Et ça ne marche plus. Hop. Voilà. Et donc, l'idée, ça sera dans un second temps de pouvoir réévaluer les lits identifiés de soins palliatifs en SMR, en lien avec les autorisations de SMR, et organiser du coup l'évaluation des nouvelles demandes de l'ISP, une fois que nous aurons un panorama beaucoup plus précis des LISP qui sont effectifs suite à la première campagne de réévaluation MCO et SMR. Donc, moi, je vais vous faire une courte présentation en 3 points, sachant que ça va reprendre quand même les éléments qui ont été présentés lors d'un webinaire qu'on a fait le 3 décembre sur ces réévaluations de lits identifiés de soins palliatifs. Donc, le premier point, ça sera la définition et les attendus des lits identifiés de soins palliatifs. En deuxième point, je vous présenterai très brièvement les résultats de l'enquête qui a été faite cet été sur les lits identifiés de soins palliatifs en Île-de-France. Et puis après, je vous présenterai un peu le déroulement de la réévaluation des lits identifiés de soins palliatifs. Donc, définition des lits identifiés de soins palliatifs. Donc, les lits identifiés de soins palliatifs, c'est des lits qui sont sur un service qui n'est pas un service de soins palliatifs, mais qui permettent de faire des soins palliatifs et qui permettent du coup une continuité dans le parcours de soins d'une personne entre le moment où elle a une prise en charge curative et où elle passe en soins palliatifs. Donc ces lits bénéficient d'une facturation spécifique qui doit permettre le renforcement de l'équipe à raison de 0,3 ETP par lit et qui doit permettre pour 3 lits identifiés de soins palliatifs d'avoir soit un IDE supplémentaire, soit un aide-soignant supplémentaire. Ces LISP, ils sont reconnus pour une durée de 5 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un renouvellement qui est conditionné au résultat d'une évaluation de leur activité. C'est-à-dire que là, il va y avoir cette réévaluation et que dans 5 ans, on va réévaluer encore une fois pour vérifier que les conditions sont toujours présentes pour les lits identifiés de soins palliatifs. Donc les attendus des lits identifiés de soins palliatifs, c'est que ces lits ils doivent être reconnus par service. Ils doivent permettre la continuité de la prise en soins avec la même équipe. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais dans la définition même des lits identifiés de soins palliatifs. Ils doivent avoir des moyens humains supplémentaires, donc un ETP IDE ou un ETP aide-soignant pour 3 LISP, une compétence en soins palliatifs sur le service avec un binôme médecin-IDE formé et référent. Et ça, c'est assez important dans le sens où les lits identifiés de soins palliatifs doivent être intégrés dans les filières territoriales de soins palliatifs et donc il doit y avoir des référents qui puissent être identifiés par les autres acteurs des filières de soins palliatifs comme référents soins palliatifs et comme services qui sont identifiés soins palliatifs. Et donc, ils doivent proposer des conditions spécifiques avec notamment un accès pour les associations de bénévoles d'accompagnement, un accompagnement spécifique pour les proches, voilà. Donc, les lits identifiés de soins palliatifs, ça représente le 2e niveau de la gradation des soins palliatifs en établissement de santé avec hébergement. Donc, c'est pour les situations qui sont complexes, mais ce n'est pas les situations qui sont les plus complexes qui peuvent être traitées en unité de soins palliatifs. Donc, le 2e point, retour sur l'enquête sur les lits identifiés de soins palliatifs réalisés en 2024. Donc, pour les LISP MCO, par département, donc nous avons identifié entre 662 et 714 LISP MCO, dont 170 qui sont au sein de la PHP, ça fait 27% de l'ensemble des LISP.
Et là où c'est important, c'est que 45% de ces LISP MCO reconnus le sont sur des services de cancérologie, sachant qu'il y a des disparités au niveau régional, mais si on fait cancéro-hématose, on va avoir la moitié des lits identifiés de soins palliatifs qui sont sur ce type de service. Donc c'est aussi l'intérêt de pouvoir présenter cette réévaluation des LISP lors de ce webinaire. Donc au niveau des services, et au niveau plutôt de la qualité, on a 47% des services qui ont des LISP MCO qui ont moins de 3 LISP. Donc je vous expliquais qu'il faut 3 LISP pour avoir un personnel supplémentaire. Et donc on a énormément de LISP qui sont saupoudrés en fait sur les services à raison de 1 LISP par service. Et ça ne permet pas d'avoir les ETP supplémentaires. Et certains établissements ont des LISP volants qui ne sont pas affectés à des services et qui sont codés a posteriori, en fait, une fois que le DIM a identifié que le patient était un soin palliatif. Donc ça ne permet pas de vérifier la véracité de l'accompagnement en soins palliatifs de type LISP de ces patients. Après, on a seulement 37% des services qui ont des lits identifiés de soins palliatifs en MCO qui ont un binôme médecin-IDE formé en soins palliatifs, sachant que dans 6 établissements, il n'y a pas non plus d'équipe mobile de soins palliatifs. Donc, ça veut dire qu'au niveau de cette enquête, si on prend les critères qui nous sont opposés au niveau de l'instruction sur les soins palliatifs, on n'aurait que un tiers des LISP qui pourraient répondre à ces critères. Donc, en synthèse, on a énormément de LISP qui sont dispersés, près de la moitié, 1 ou 2 par service. On a peu de services avec des LISP qui ont des référents identifiés formés aux soins palliatifs. On a des équipes mobiles qui sont présentes presque essentiellement dans les établissements publics et SPIC et qui ont des problèmes RH importants avec des postes non pourvus. On a des LISP volants qui ne sont pas identifiés par service et on a des LISP qui ne sont souvent pas identifiés par les filières de soins palliatifs. Ça, c'est la situation actuelle sur les LISP MCO. Sur les LISP SMR, je vais passer plus brièvement, puisque l'enquête, on a pu en dénombrer une centaine, mais qu'il y avait une priorité régionale qui n'avait pas été posée sur les LISP SMR, puisqu'au niveau tarif, il n'y avait pas de possibilité de financement supplémentaire pour les LISP en SMR jusqu'à il y a peu. Et donc là, c'est juste pour dire que sur les LISP SMR, ils sont principalement sur les mentions non spécialisées et affection de la personne âgée polypathologique, mais qui sont très peu développées. Mais la campagne sur les LISP SMR sera plus tard, puisqu'elle coïncidera du coup avec la réforme des autorisations. Donc, au vu de ce panorama, la réévaluation des lits identifiés de soins palliatifs, les grands principes. Donc, on a les LISP en MCO, du coup, qui vont être, où les dossiers vont être instruits en délégation départementale, puisque c'est une logique territoriale. On est en train de structurer les filières territoriales de soins palliatifs, donc qui sont à l'échelle des territoires de DAC. Et du coup, il va y avoir une instruction de l'ensemble des lits identifiés de soins palliatifs MCO en DD, sauf pour la PHP et les LISP pédiatriques, où du coup nous étions en réunion hier pour constituer une filière palliative pédiatrique régionale. Et étant donné que c'est une filière au niveau régional, puisqu'il y a très peu d'offres de soins palliatifs dans la région, ça sera instruit au niveau de la DOS. Et pour les SMR, comme je vous le disais, l'instruction se fera au niveau du siège en lien avec les autorisations de SMR. Donc les grands principes de l'instruction sur les LISP MCO, c'est qu'on a prévu une fenêtre longue de 3 mois qui permet de retravailler les projets. Donc avec des allers-retours prévus entre les établissements et les instructeurs, sachant comme je vous le disais, qu'au niveau de l'enquête, on a identifié que très peu de LISP répondaient aux critères qui sont demandés et que donc il y a des échanges qui sont nécessaires entre les établissements et les instructeurs, notamment sur les lits identifiés de soins palliatifs qui sont éparpillés un par service pour voir si c'est possible de les regrouper sur les services où c'est le plus pertinent. Ou pour identifier quel personnel pourrait être formé, quel type de formation peut être identifié pour les services afin qu'il y ait une reconnaissance de LISP sur ces services. Donc il y a une articulation, c'est le deuxième grand principe avec la structuration des filières territoriales, en sachant que actuellement l'accord PALIF, donc
travaille sur un diagnostic qui doit permettre la structuration des filières de soins palliatifs et que la Corpalif peut être un interlocuteur intéressant pour travailler sur l'intégration des services en question où il y aurait des LISP aux filières territoriales sur lequel il y a une animation qui est réalisée du coup par la cellule d'animation régionale des soins palliatifs Corpalif. Et après, le dernier grand principe, c'est qu'on doit avoir une homogénéité régionale sur la qualité des LISP et que, bien que ce soit instruit au niveau des délégations départementales, nous avons des critères communs qui permettent de réévaluer les LISP pour voir si ces LISP sont toujours, peuvent être toujours considérés comme des LISP sur les établissements ou non. Donc les dépôts de dossiers, donc, la fenêtre a ouvert le 2 décembre et elle ferme le 7 mars 2025. Donc là, je vous ai mis le lien pour le formulaire établissement et le formulaire service. Et si vous souhaitez plus d'informations, donc je vous disais qu'il y a eu un webinaire le 3 décembre sur les lits identifiés de soins palliatifs, sur cette réévaluation, qui dit à peu près ce que j'ai dit, mais en beaucoup plus développé et avec une grande séance de questions. Et du coup, vous pouvez le trouver sur le site de l'ARS en vidéo et vous pouvez trouver le diaporama aussi sur le lien que je vous ai mis là. Sachant que le diaporama vous sera certainement transmis par la Corpalif suite au webinaire. Et donc là, la dernière diapo, du coup, c'est les deux formulaires, donc un formulaire établissement et un formulaire service, sachant que chaque demande de lit identifié de soins palliatifs doit avoir un volet établissement qui permet notamment de voir quel est le projet de soins palliatifs de l'établissement et un volet service qui permet d'évaluer le projet de soins palliatifs du service. Est-ce que ça s'intègre dans un projet d'établissement sur les soins palliatifs et de vérifier la formation de l'équipe, de vérifier aussi si les différentes conditions pour avoir des listes sont remplies. Voilà, donc j'ai fini pour ma présentation, mais vous pouvez tout à fait revenir avec des questions si nécessaire. Merci. En sachant que je suis le docteur Thomaso, donc avec Vincent, je suis référent soins palliatifs à l'ARS. Effectivement, le but de la réévaluation des LISP, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on pense qu'il y a une sous-utilisation des LISP, surtout dans l'acculturation aux soins palliatifs dans les services. Alors, peut-être un peu moins dans vos services d'oncologie où effectivement il y a une acculturation qui s'est faite parce qu'elle a une temporalité plus ancienne, mais il y a dans d'autres services et des fois des services frontières qui peuvent aussi accueillir des patients suivis en oncologie qui sont plutôt des services de gériatrie où là il y a eu une acculturation et aussi des listes qui sont, comme vous l'avez vu, moins nombreux que dans les services d'oncologie. Donc il y a vraiment tout un travail et vraiment cette réévaluation tous les 5 ans des listes change pas mal les choses et a vraiment pour but aujourd'hui de faire une première évaluation, une première mise à plat, avec pour but d'améliorer les choses sur les 5 ans. Donc, on sait qu'il y a de nombreux listes qui ne pourront pas répondre à tous les critères là en 2025, mais le but, c'est de les accompagner pour que sur les 5 prochaines années, les professionnels de ces services qui contiennent des listes se forment. Et la formation, c'est un gros travail qu'on va faire en lien avec la Corpalif. Ce n'est pas que la formation universitaire. Le but, c'est aussi de reconnaître les compétences et les expériences de chacun et de les aider à se développer au sein des services. Merci beaucoup, Vincent, Damien et Daniel. On a 2 petites questions, plutôt pour vous, Damien et Daniel. La première, c'est concernant l'identification du nombre de LISP. Il y a une personne qui se demande pourquoi on ne peut pas connaître le chiffre exact, si je comprends bien la question. Et ensuite, concernant l'instruction des dossiers, donc pour la réévaluation des LISP, il y a quelqu'un qui demande s'il est possible de recommuniquer leurs coordonnées. Merci. Alors, pour la première question, pourquoi on n'a pas de chiffre exact? Nous avons un nombre de reconnaissances contractuelles de lits identifiés de soins palliatifs que nous pouvons suivre. Par contre, nous avons fait une enquête pour savoir lesquelles étaient encore effectives. C'est-à-dire qu'il y a eu des reconnaissances contractuelles qui ont été faites il y a très longtemps, qui n'ont jamais été réévaluées
et où ces lits ne sont pas effectifs sur les services. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait une enquête pour vérifier entre la théorie que nous avions, c'est-à-dire le nombre de reconnaissances contractuelles, et les lits identifiés de soins palliatifs effectifs et bien identifiés par les établissements. Il se trouve que pour l'enquête, l'ensemble des établissements n'a pas répondu à l'enquête et que donc nous avons fait une fourchette en fonction des reconnaissances théoriques que nous avions et de retours que nous avons eu à l'enquête. Mais on a eu près de 90% de réponses à l'enquête, donc on est à peu près bon sur le nombre de lits identifiés de soins palliatifs, même si on a dû vous mettre une fourchette pour être assez juste dans ce qu'on vous a dit. Voilà. Et pour transmettre les coordonnées, on est tout à fait ouvert si vous souhaitez nous transmettre les coordonnées pour avoir un échange, c'est tout à fait possible. Là, je vois qu'il y a une question qui se fait sur les formations et c'est effectivement la question qu'on a le plus fréquemment depuis la réouverture des LISP. Comme je vous l'ai dit, c'est en cours d'évaluation. Le but, c'est qu'avec l'aide de l'accord Palif, on recense toutes les formations qui existent déjà en soins palliatifs et petit à petit de reconnaître aussi au sein des équipes ceux qui ont déjà une formation, ceux qui sont passés dans des unités de soins palliatifs, ceux qui ont déjà eu des contacts avec les soins palliatifs. Pour autant, est-ce que le fait d'avoir une équipe EMASP suffit? Non. Effectivement, l'équipe mobile, elle a pour but, bien sûr, d'aider, surtout au démarrage et là, pour l'acculturation des équipes. Mais le but, c'est que dans ces LISP, il y ait un certain degré d'autonomie. Et donc, la prise en charge des patients puisse se faire sans la possibilité d'équipe mobile, en sachant que par moment, il y a des besoins de recours plus experts que les LISP, on l'a vu dans la gradation des soins, et donc de temps en temps, il peut y avoir le besoin et le recours à cette équipe mobile. Mais l'équipe mobile, elle a aussi d'autres interventions qui ne sont pas toujours dans des lits d'hospitalisation, hein. Ça peut être aux urgences, on le sait, ça peut être en UHCD aussi, ça peut être des liens avec la ville. Donc vraiment, le but, c'est qu'à terme, sur les 5 prochaines années, ces LISP s'autonomisent avec bien sûr l'appui de cette équipe mobile qui doit être un renfort, mais elle ne peut pas que compter sur l'équipe mobile. Merci beaucoup. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole tout de suite à Pascal Gendron pour Oncorif. À toi, Pascal. Oui, alors, je n'ai pas de micro. Vous m'entendez pas? Micro désactivé? Si, très bien. Ah, c'est très bien, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Pascal Gendron, je suis responsable du pôle projet au sein d'Oncorif, le dispositif spécifique régional du cancer en Île-de-France. Et l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous présenter le guide régional des soins palliatifs précoces en cancérologie, un outil que nous proposons avec l'accord Palif. Et cet outil fait partie, donc je vais partager aussi ma présentation avant de poursuivre mon propos. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez ma présentation? Je n'ai pas de retour de votre part? Oui, Très bien, merci. parfait. Excusez-moi. Donc, je reprends ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, je vous présente le guide régional des soins palliatifs précoces en cancérologie. Ce guide fait partie d'une boîte à outils régionale qui est le résultat d'une coopération qu'on développe avec l'accord Palif depuis quelques années maintenant. Ce travail s'inscrit effectivement dans nos missions respectives d'animation régionale autour de nos champs respectifs. Pour Oncorif, nous intervenons dans tous les champs de la cancérologie, de la prévention jusqu'à l'après-cancer. Et l'accord Palif intervient, elle, de son côté, plus spécifiquement dans le champ des soins palliatifs. Alors aujourd'hui, par rapport à tous ces outils que nous vous proposons, vous pouvez les retrouver sur nos pages Internet dédiées.
là, j'ai mis effectivement en avant la page internet de notre site Oncorif. Et sur cette page, vous allez pouvoir retrouver, notamment, vous en parliez, il y avait une question sur les formations, déjà certaines formations qui sont recensées, à savoir le MOOC qui est disponible sur les soins palliatifs, et puis également des formations qui sont proposées en Île-de-France, notamment des diplômes universitaires. Vous pouvez aussi retrouver des actions de sensibilisation que l'on a déjà conduites, notamment le replay du webinaire de sensibilisation sur les soins palliatifs qui avait été organisé en 2021 et qui avait d'ailleurs eu un fort succès. Vous retrouvez par ailleurs différentes ressources documentaires avec des articles rédigés par des experts, notamment des experts régionaux. Et puis, comme je vous le disais, vous allez retrouver notre guide qui peut être téléchargé. Alors, pour rappel, Madame Simon en introduction en a parlé. Ce travail, eh bien, il s'inscrit dans un contexte réglementaire, hein, donc on va resituer ce travail avec la feuille de route régionale d'un côté, elle-même qui est déclinée de la stratégie décennale de lutte contre le cancer de l'INCa. Et puis d'un autre côté, on a effectivement ce nouveau régime des autorisations avec les nouveaux décrets en cancérologie dont vous avez eu connaissance puisque vous avez dû remplir cet été le dossier des autorisations pour leur renouvellement. Alors, par rapport à tout ce contexte réglementaire, Oncorif comme la Corpalif, on travaille ensemble en lien avec l'ARS, bien pour vous proposer un accompagnement afin de mettre en œuvre le plan régional de santé qui est donc celui en cours depuis l'année 2022. Je souhaitais aussi vous rappeler qu'en 2023, Oncorif a aussi conduit une enquête régionale de pratique et sur le parcours en cancérologie. Et il y a eu un focus qui a été fait sur les soins palliatifs. Et on a pu constater que la démarche palliative telle que l'on l'entend avec une concertation et des discussions conjointes entre cancérologues et palyatologues, elle est implémentée dans beaucoup d'établissements, mais il y a encore une marge de progrès pour d'autres établissements. Et c'est ce qui nous a permis effectivement de faire le constat qu'il y avait encore besoin de vous accompagner pour impulser cette nouvelle dynamique régionale autour des soins palliatifs précoces en cancérologie. Et cela nous a permis de définir, en lien avec l'ARS, des actions prioritaires dont le guide fait partie. Voilà, donc le guide des soins palliatifs précoces en cancérologie, ça fait partie des outils de sensibilisation. Il a été rédigé avec des professionnels de santé de la région qui sont convaincus de l'intérêt de la démarche palliative précoce. Il s'appuie sur les recommandations des sociétés savantes. Ce guide, nous avons pu vous le diffuser en juin 2024. La communication qui a été faite, eh bien, c'était à travers une lettre d'information qui a été publiée par Oncorif. Il y a également eu un article dans Hospimédia. Et puis, nous avons largement communiqué aussi sur ce guide par des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit Oncorif ou la Corpalif. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez retrouver ce guide sur nos sites internet respectifs. Pourquoi le guide régional? Eh bien, avant tout, il se veut être un outil pratique à destination des établissements, de leurs équipes médicales et aussi des 3C pour sensibiliser aux soins palliatifs précoces et pour vous accompagner, notamment dans votre réflexion pour conduire ce projet de soins palliatifs et aussi le formaliser, puisqu'il était demandé effectivement dans le dossier des autorisations en cancérologie, dans le dossier ARS que vous avez pu effectivement compléter cet été. Donc l'objectif, c'est vraiment d'expliquer simplement comment s'intègre le suivi palliatif dans le parcours cancer, depuis le dispositif d'annonce jusqu'à l'après-cancer, avec également le soutien des proches. Il se veut vraiment avant tout un outil de promotion de cette démarche des soins palliatifs précoces en cancérologie. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment maintenant qu'on regarde comment se construit ce guide, comment le lire. Eh bien, c'est un guide qui est structuré en 3 volets. Il y a uniquement 12 pages. Dans un premier volet, vous allez pouvoir retrouver des définitions et des concepts fondamentaux.
Alors, c'est notamment pour aider le personnel administratif à bien appréhender toutes ces notions sur les soins palliatifs qui ne sont pas toujours bien comprises. Ça fait encore l'objet de discussions, notamment par rapport à la sémantique entre les soins de support, les soins palliatifs précoces, les soins palliatifs ou soins d'accompagnement de fin de vie. Donc voilà, c'était important déjà de poser ces bases. Et puis dans un second volet, il y a une description précise des recommandations pour l'organisation de la démarche palliative. Et ce volet aussi explique que le parcours cancer et le parcours palliatif sont liés. Dans un dernier volet, enfin, là, on rentre vraiment dans des explications très précises sur comment élaborer son projet de soins palliatifs. On y retrouve des éléments clés avec vraiment des préconisations d'organisation qui, je le rappelle, sont en cohérence avec les recommandations de l'INCa. Et puis surtout, il se veut vraiment l'outil pratique, hein, comme je vous le disais. Donc, à chaque fois, on a bien mis en face chaque préconisation, des ressources documentaires correspondantes, des outils qu'on a pu recenser, à la fois les outils recensés par Oncorif et l'accord PALIF. Alors, si on fait, pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite. Si on fait un zoom sur ce guide, comment le lire, eh bien, pour chacune des pages que vous allez parcourir, à gauche, vous allez retrouver dans les colonnes de couleur en en-tête couleur verte les éléments qui sont à décrire dans le projet de soins palliatifs, vraiment dans le détail. Ça reprend vraiment tout le parcours en fait en cancérologie depuis le dispositif d'annonce jusqu'à l'après-cancer. Et vous allez retrouver aussi les points clés de la démarche dans l'encart qui est bleu. Enfin, les ressources, et c'est ça qui est très intéressant dans ce guide, hein, c'est qu'on a fait à chaque fois des liens hypertextes de façon à ce qu'on puisse cliquer dessus. Donc, je vais en faire la démonstration et chaque document va pouvoir s'afficher. Voilà, ça c'était pour vous faire la petite démonstration. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir finalement, à travers la lecture de ce seul et unique document, accéder à différentes ressources et outils documentaires. Alors, en synthèse, c'est vraiment ce volet 3 qui est assez riche et vous allez pouvoir effectivement avoir le maximum d'informations sur les attendus du projet de soins palliatifs. Et c'est dans cette partie, en fait, qu'on va venir vraiment clarifier auprès des équipes qu'il y a vraiment différentes voies d'entrée dans le parcours palliatif selon les organisations des différents établissements, puisque effectivement, on avait constaté dans les résultats de l'enquête que les organisations pouvaient être variées. Eh bien, chacun a son organisation, mais effectivement, il y a des fondamentaux à respecter. Et dans ce guide, on va vous expliquer qu'en fait, eh bien, vous pouvez faire appel aussi à des équipes soit intra-hospitalières ou extra-hospitalières. Ça, c'est effectivement Madame Frécon qui, par la suite, va vous présenter tout le travail qui a été conduit au niveau des filières territoriales de soins palliatifs. Et surtout, eh bien, il faut y voir aussi les différents leviers qui sont possibles pour s'articuler entre équipes de soins palliatifs et équipes de cancérologie. Alors, moi, je voudrais conclure bien, en vous rassurant. Tout d'abord, je vous incite à lire le guide si vous ne l'avez pas encore fait et vous dire que, en fait, mettre en place cette démarche de soins palliatifs précoces, c'est au bénéfice des patients, de leurs proches, mais aussi des soignants. Et donc, c'est un vrai travail, une vraie réflexion à avoir en équipe collégiale, notamment pour rédiger ce projet de soins palliatifs qui vous est demandé, mais qui finalement consiste à reprendre cette démarche des soins de support, c'est-à-dire d'écrire une procédure pour repérer les besoins de soins de support, les évaluer et les mettre en œuvre, puisque les soins de palliatifs, eh bien, c'est un pilier des soins de support. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Alors, sachant qu'on vous donne aussi rendez-vous bientôt, avant cela, je tiens à remercier l'ensemble des professionnels de santé qui nous ont accompagnés dans la rédaction de ce guide et qui nous ont aidés à préparer ce webinaire qu'on vous propose aujourd'hui.
Et on vous donne aussi rendez-vous, nous, à Oncorif, à l'occasion de nos journées régionales le 7 février prochain. À cette occasion, nous aurons à nouveau l'occasion d'aborder cette notion des soins palliatifs précoces en cancérologie. Il y aura la présence avec nous de la Corpalif et encore de nombreux professionnels de santé. On retrouvera le docteur Thomaso, également le docteur Stéphanie Trigger de l'Institut Curie, des infirmières aussi du DAC 77 Sud. Et c'est vraiment ces professionnels de santé qui vont incarner tous les propos de ce guide. Et restez encore avec nous puisque d'autres professionnels de santé vont vous faire part de leur retour d'expérience tout à l'heure. Je vous ai remis nos contacts et je vous souhaite une bonne poursuite, une bonne écoute lors de ce webinaire. Merci. Merci Pascal. Alors, je vais à mon tour vous présenter mon support. Normalement, vous le voyez. Voilà, alors en complément de ce qui vient d'être présenté, je vous ai mis dans la conversation le lien pour télécharger le guide que Pascal a présenté. Et puis, vous retrouvez tout un tas d'informations et d'outils aussi sur nos sites internet respectifs, ainsi que sur le site de l'ARS Île-de-France. En complément donc de ce qui vient d'être dit, moi je voudrais vous parler de la lisibilité de votre projet, non seulement au sein de votre organisation et vis-à-vis des patients qui sont pris en charge dans vos établissements, mais aussi au sein de la filière territoriale de soins palliatifs. Comment rendre lisible pour vos interlocuteurs votre activité et ce que vous mettez en place. Sachant que ces patients, ils sont également pris en charge et suivis par d'autres acteurs, et notamment au domicile. Donc, le but de la filière territoriale, comme on va le voir, hein, c'est avant tout de s'assurer de la fluidité, de la continuité, de la cohérence entre les différents acteurs dans le suivi des patients. Alors, je vais être assez rapide pour laisser toute la place aux présentations qui suivront, qui seront les retours d'expérience sonnants et trébuchants de plusieurs établissements. Mais simplement vous redire, pour ceux qui ne sont peut-être pas très familiers de cette notion de filière territoriale de soins palliatifs, puisque il est donc attendu que les projets d'établissement s'intègrent dans les projets territoriaux. Eh bien, la filière territoriale de soins palliatifs, elle a été définie très précisément dans l'instruction du 21 juin 2023, qui a été citée tout à l'heure par Vincent Béland. Et donc, si on peut résumer ce que c'est qu'une filière territoriale, eh bien, c'est le référentiel de ce que doit proposer finalement pour un territoire donné, pour la population de ce territoire, en termes de prise en charge en soins palliatifs. Donc, avant tout, il y a une offre de prise en charge en soins palliatifs qui doit être proposée dans cette filière, dans ce territoire. Donc, on a coutume de parler des soins palliatifs, mais les soins palliatifs, quand on rentre dans le détail, eh bien, il y a différents niveaux de complexité. Donc, on a ce schéma qui apparaît ici, là, des 3 niveaux de complexité, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et donc, finalement, que la prise en charge soit faite en établissement, c'est la colonne de droite, ou à domicile, la colonne du milieu, eh bien, on va avoir différents types d'intervenants selon le niveau de complexité du patient. Et donc, tout l'objet de la filière, c'est de pouvoir d'abord rendre lisible cette offre graduée et ensuite de faciliter les interactions entre ces différents interlocuteurs de façon à ce qu'on ait cette fluidité, cette continuité dans la prise en charge du patient que je disais tout à l'heure. C'est vraiment ce qui est attendu des patients et ce qui, malheureusement, parfois peut être reproché dans certains suivis, c'est des ruptures de parcours, hein, on entend souvent ce terme, et bien voilà, donc le but de la filière territoriale de soins palliatifs, c'est avant tout d'éviter ces ruptures de parcours en fédérant tous les acteurs de la filière au sein de ce territoire pour qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble. Donc, d'abord, une description de cette offre et puis ensuite, des outils pour permettre justement à ces acteurs de travailler correctement ensemble. Donc, parmi ces outils, il y a une liste que l'instruction propose d'outils de coopération. C'est comme ça qu'on les appelle, nous, ici à la Corpalif. Mais voilà, c'est à la fois des dispositifs, ça peut être voilà, tout ce qui se présente ici. Donc, dans l'idéal, la filière de soins palliatifs, elle doit proposer de chaque offre qu'on a vue dans le tableau précédent et de chacun de ces outils-là. Alors, on n'y est pas forcément encore aujourd'hui. Dans le déploiement, on voit bien qu'il y a aussi une pénurie, une contrainte qui fait qu'on n'a pas forcément des réponses à tout ce qui est attendu dans la filière. Mais justement,
le travail progressivement, c'est de les structurer, de les mettre en place et d'arriver à proposer quelque chose pour chacun de ces attendus. Voilà, je ne me suis pas attardée sur chacune des offres parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais bien sûr, vous retrouverez l'ensemble des intervenants en soins palliatifs, plus ou moins complexes, que ce soit en établissement ou à domicile. Voilà. Où en est-on aujourd'hui? Donc, on est vraiment en plein dans le chantier, hein. La structuration des filières territoriales, elle n'est pas du tout terminée en Île-de-France, mais elle est très bien commencée avec notamment une première étape qui a été la mise à jour de l'annuaire des soins palliatifs en Île-de-France. Donc là aussi, je vous renvoie sur le site internet de la Corpalif, c'est le même lien que ce que j'ai mis dans la conversation. Donc avec une carte qui vous permet de sélectionner en fonction du territoire et du type de prise en charge aussi, justement à domicile ou en établissement, l'ensemble des acteurs de soins palliatifs. C'est une carte qui a le mérite de pouvoir être mise à jour en temps réel. Donc, voilà, vos retours sur cet outil sont très précieux. Et puis, donc, concrètement, comment faire pour bâtir cette filière et pour qu'elle soit lisible? Eh bien, ça, c'est le travail essentiel, finalement, de la cellule régionale de soins palliatifs. Et nous le faisons en lien avec tous les acteurs, bien sûr, avec l'ARS en premier lieu, et les dispositifs d'appui à la coordination. Donc, très concrètement, si vous ne le faites pas déjà, nous vous invitons à rejoindre les réunions d'antenne de votre territoire. Donc, voilà, dans chaque département, nous organisons la logistique et le contenu avec vous, les acteurs, hein, de ces réunions, donc entre 2 et 4 par an et par département, avec des thématiques particulières. Et systématiquement, nous invitons l'ensemble des acteurs pour ces réunions qui vont venir se présenter de façon succincte, mais néanmoins complète. C'est-à-dire que l'objectif premier de ces réunions, c'est que les acteurs se connaissent avec des rencontres régulières, parce qu'on sait qu'il y a du turnover dans les équipes. Et se connaître, c'est non seulement savoir comment l'autre fonctionne, mais aussi comment le joindre, à quel moment. Le deuxième grand objectif là, de nos filières, de notre structuration, c'est de la rendre lisible. Et donc, pour ce faire, donc, on a justement l'annuaire là, dont je vous ai parlé, mais on a aussi la définition de priorités, parce qu'on ne peut pas forcément mettre en place de nouveaux dispositifs ou tout révolutionner d'un coup, hein, compte tenu aussi de la contrainte de pénurie de soignants qu'on rencontre, mais on peut quand même avancer et mettre en place un certain nombre d'outils pour mieux coopérer qui vont pouvoir faire la différence. Donc, je vous donne l'exemple de l'appui territorial qui est en train de se mettre en place en Seine-et-Marne, mais ça peut être aussi des staffs de soins palliatifs, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment l'objet de ces réunions et de ce travail de projet territorial entre acteurs, de collectivement identifier nos priorités, les axes d'amélioration pour pouvoir petit à petit avoir un accès aux soins palliatifs le plus lisible possible et rejoindre l'ensemble des patients qui en ont besoin le plus en proximité possible. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions. Je vais arrêter le partage. Et puis, on va pouvoir passer à la séquence suivante, qui sera peut-être la plus attendue. Donc, la parole aux professionnels, que je remercie encore d'avoir accepté de témoigner. Donc, je vais donner la parole tout de suite au professeur Tournigan. Bonjour. Voilà, c'est à vous et merci encore. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, parfait. Et donc, je vais... et passer... Est-ce que vous voyez mes diapositives? Très bien. C'est bon? OK. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de l'invitation. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce webinaire qui effectivement donne plein d'informations et plein d'éléments importants. Donc moi, très humblement, je vais vous faire part un peu, vous m'avez demandé d'exposer un petit peu ce qu'on avait organisé sur notre groupe hospitalier. Donc je ne me suis pas présenté, moi je suis oncologue médical et je m'occupe du service d'oncologie médicale de l'hôpital Henri Mondor et du département médico-universitaire cancer et spécialité sur le GH.
Alors, rassurez-vous, j'ai pas beaucoup de diapositives. Je pense que si on peut discuter, je pense que c'est pas plus mal. Donc, juste pour vous présenter sur le GHU des hôpitaux universitaires en Raymond d'Or, on a au total 31 lits d'USP avec 3 USP, 10 lits à l'hôpital Albert-Chenevier, 11 lits sur Georges Dupuytren et 10 lits sur Georges Clemenceau, qui sont tous des lits adultes, hein, c'est pas que des lits gériatrie. Ils sont vraiment étiquetés adultes. On l'oublie parfois parce que Dupuytren et Clemenceau sont par ailleurs des hôpitaux plutôt de personnes âgées, de gériatrie. Ensuite, on a 4 équipes mobiles de soins palliatifs sur 4 des établissements du GH, une sur Henri Mondor, une sur Émile Roux, une sur Georges Dupuytren et une sur Georges Clemenceau. Et enfin, au total, 22 lits identifiés de soins palliatifs, 8 sur ce qu'on appelle la tour de Henri Mondor, hein, sur le bâtiment principal de MCO, et puis sur Émile Roux, 4 lits en SMR et 8 lits en gériatrie. Donc voilà pour poser un peu le décor sur notre GH. J'essaie de passer la suivante. Voilà. Alors, comment on est organisé sur la partie oncologie médicale? Donc, le service d'oncologie médicale, en fait, on a plusieurs sous-unités. Vous voyez à gauche sur le bâtiment et sur l'établissement Henri Mondor, et juste à côté, il y a l'hôpital Albert-Chenevier. J'ai mis un vélo parce qu'on a aussi des vélos pour se déplacer entre les deux établissements. Donc, voilà, un peu d'écologie ne fait pas de mal. Donc, c'est pour aussi vous dire qu'ils sont très proches géographiquement l'un de l'autre, ce qui est important aussi sur le territoire, avec des patients qui souhaitent rester souvent à proximité. Donc, on est très proche. Sur l'hôpital Henri Mondor, donc on a le service d'oncologie médicale, qui est un service tout à fait classique que je ne vais pas vous détailler, avec de l'hospitalisation conventionnelle, un HDJ qui enfle comme tous les HDJ d'oncologie actuellement, des essais thérapeutiques, des thérapies orales, etc. Et on a 21 lits d'hospitalisation conventionnelle, dans lequel nous avons également des LISP, mais qui sont, on n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres LISP qui sont sur le reste de l'établissement d'Henri Mondor. Il y a maintenant un peu plus d'une douzaine d'années, avait été mis en place, et on a poursuivi, une plateforme de soins de support qui est identifiée sur le plan géographique, où interviennent plusieurs acteurs de santé qui sont des acteurs qui sont soit des acteurs de santé qui travaillent en Henri Mondor et qui donnent une part de leur temps pour une demi-journée ou une journée pour des activités de soins de support, type diététicienne, type socio-esthétique, etc. Et puis on a aussi des partenariats avec des personnes qui viennent de l'extérieur faire des activités type APA ou Qigong ou d'autres types d'activités. En fixe, nous avons la chance d'avoir 2 infirmières de coordination qui reçoivent des patients, qui les accueillent, qui leur proposent des soins de support, qui font du dépistage des besoins en soins de support. Et donc tout ça étant localisé sur un des étages de Mondor. Dans la suite de l'état des lieux, on a donc sur l'hôpital Albert-Chenevier une unité douleur et soins palliatifs intégrés. Donc le terme intégré, c'est vraiment à dessein qu'on l'a rajouté. Hein. C'est pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement proche de nous, service d'oncologie médicale, puisqu'on avait vraiment besoin d'avoir un aval et d'avoir surtout une expertise à la fois de douleur et de soins palliatifs, les deux étant mêlés pour nos patients. Donc cette UDSPI comporte 10 lits et elle est sous la responsabilité du docteur Mala et du docteur Kennec, qui sont les 2 médecins qui s'occupent de cette unité. Et enfin, j'ajouterai, mais plus récemment, mi-décembre, nous avons eu la chance d'ouvrir également un SMR d'oncologie, dont on va aussi travailler sur une valence de soins palliatifs qui est juste 2 étages au-dessus de l'UDSPI, ce qui permet là aussi d'avoir une étape supplémentaire dans des trajectoires de patients qui sont parfois complexes, et on sait bien que finalement des patients naviguent entre l'oncologie médicale, le SMR, l'UDSPI, et peuvent repartir après sur un SMR ou sur l'oncologie médicale. Donc tout ça étant assez fluide, d'où les roues que j'ai mis au centre pour dire que rien n'est figé et que c'est plutôt les structures qui s'adaptent aux patients et plutôt que l'inverse, qui est un peu notre leitmotiv. Ça, c'est vraiment ce qui est sur notre groupe hospitalier. Bien évidemment, on fonctionne avec le reste des acteurs, hein, que ce soit les DAC, que ce soit les HAD, etc. Là, je vous ai vraiment fait un focus sur notre façon les unités que nous avons sur le GH.
Et j'avoue que ça donne une grande fluidité de parcours de patients, puisque là encore, les patients peuvent naviguer d'une structure à l'autre. Alors pourquoi? C'est simplement que ce à quoi on croit, c'est vraiment le parcours le plus fluide possible pour les patients, sachant que les conditions des patients en cancérologie changent, qu'on a des patients qui sont à la fois en situation curative et qui ont besoin de soins de support, mais on a aussi des patients qui sont en situation métastatique avancée, dont on sait qu'on est face à une maladie incurable, et qu'ils auront besoin, si on peut leur proposer un traitement contre le cancer, de soins d'accompagnement et de soins de support, mais que, chemin faisant, au cours de leur évolution, à un moment donné, cela ira jusqu'au décès. Donc, il y a la nécessité d'y introduire progressivement davantage d'expertise métier en soins palliatifs. D'où l'espèce de crescendo et de différence de couleurs que je vous ai illustré là, sur des soins de support avec des repérages des besoins qui sont faits par notre infirmière de coordination en oncologie, dès lors qu'on voit un patient pour la première fois, qui repère les besoins et qui est en relation avec les infirmières, les 2 infirmières dont je vous ai parlé, qui sont sur la plateforme Calypso, de façon à faire en sorte que les patients puissent avoir accès aux différentes soins de support dont ils ont besoin. Donc ces soins oncologiques du support, ils font partie du panier de l'INCa et même au-delà. Je ne vous ai pas tout listé, c'est un peu long, mais en gros, voilà, on retrouve les soins de support tout à fait habituels. Et puis, comme je disais, un certain nombre de patients ne seront pas en situation de curabilité et il va falloir à un moment donné, quand il commence à y avoir des symptômes, quand on commence à être dans des discussions qui peuvent être complexes, dans parfois des demandes qui sont complexes de la part des patients ou de l'entourage, y introduire des soins palliatifs précoces. Pour lequel on a la chance d'avoir une infirmière de coordination en soins palliatifs. Et le gros plus, c'est qu'elle passe 4 jours dans le service d'oncologie médicale, donc sur Henri Mondor, et elle est 1 journée par semaine sur l'UDSPI. Donc, c'est très utile d'avoir ce va-et-vient entre les différentes unités, de connaître ce que c'est que l'oncologie, de connaître ce que c'est que l'unité douleur et soins palliatifs intégrés, de façon à pouvoir travailler avec les personnels de santé, que ce soit les médecins ou les infirmières ou autres, dans le service d'oncologie médicale pour repérer les patients, voir les besoins de façon tout à fait experte. Notre infirmière participe également au RCP d'oncologie et dans lesquels sont discutés finalement les patients classiques en oncologie, et elle est capable aussi, bien sûr, on peut lui référer des patients et ça fait partie de nos RCP de dire on propose une nouvelle ligne de chimiothérapie parce qu'on pense que le patient peut la recevoir, mais en parallèle, il faut également que le patient soit vu par l'IDEC de soins palliatifs pour détecter des besoins et qui éventuellement un suivi si nécessaire sur la partie soins palliatifs, mais également sur la douleur complexe. Donc nous avons sur Calypso, donc toujours sur Mondor, 2 demi-journées. Une demi-journée donc assurée par le docteur Mala sur les douleurs complexes et une demi-journée assurée par Camille Quesnay, l'autre médecin, sur les soins palliatifs précoces qui peuvent recevoir des patients tout à fait ambulatoires, de façon à, là aussi, ajuster un certain nombre de données de prise en charge, de traitement et nous aider aussi, nous oncologues, sur des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, parfois aller plus loin, y compris le discours qu'on peut avoir vis-à-vis du patient ou de sa famille, avoir un autre regard. Et je crois que le deuxième regard est extrêmement important. Le deuxième regard médical est important parce qu'on est parfois un peu aveuglé quand on est oncologue. Il y a un sentiment qui peut être des sentiments multiples, qui peut être compris un certain attachement. Et donc, c'est important d'avoir un regard décentré pour pouvoir nous faire progresser et être très adapté dans nos prises en charge. Et puis enfin, l'unité douleur et soins palliatifs intégrés. Donc là, c'est des lits d'hospitalisation du SP. Avec des patients qui sont référés avec vraiment un projet. Ça, on y tient beaucoup. Voilà, c'est des patients qui viennent pas que pour la fin de vie, mais c'est vraiment avec un projet d'équilibration de symptômes, de préparation d'un retour à domicile,
d'équilibration d'une douleur complexe, justement, peut-être pour après retourner à domicile. Et puis des patients, bien sûr, qui restent dans l'unité également pour leur fin de vie. Mais on a vraiment besoin d'avoir ce projet-là lorsque ces patients sont adressés. On a des patients qui peuvent aussi, quelques-uns viennent simplement pour de l'équilibration de la douleur et peuvent parfois revenir sur la structure initiale d'oncologie pour poursuivre leur traitement anticancéreux en parallèle. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'on conçoit le soin palliatif précoce avec finalement l'absence de frontières véritables, et vous connaissez tous les schémas entre les deux, qui sont très bien repris d'ailleurs dans l'ensemble des documents qui ont été présentés auparavant. Voilà, donc tout ça fait un maillage qui fonctionne plutôt bien, donc on est assez content d'avoir ce système-là, puisque finalement, vous voyez, les patients peuvent aller un peu dans tous les sens. Bien sûr, il y a toujours des pilotes là-dedans, hein, et l'avantage, c'est qu'on se parle, on se connaît, et on peut adapter nos prises en charge assez rapidement. Voilà, donc c'est quoi notre fil rouge? Notre fil rouge, c'est surtout le maximum au cours des étapes clés de la prise en charge d'un patient en oncologie, que ce soit à l'annonce initiale, mais que ce soit aux différentes annonces. Et pour moi, les autres annonces de progression sont d'autant plus importants parce que c'est là que se nichent les soins palliatifs précoces lorsqu'on annonce une progression de la maladie et qu'on se pose la question d'une deuxième, troisième ou plus de ligne thérapeutique. C'est vraiment là que se posent les questions, y compris éthiques. Donc, qu'on a besoin d'identifier les besoins et que ceux-ci soient réévalués tout au long du parcours. La deuxième chose, c'est vraiment d'assurer des fluidités de parcours, voilà, et comme on le disait tout à l'heure, d'éviter les ruptures. Des ruptures qui sont parfois des cassures, notre hantise étant des patients qui passent par les urgences ou des patients pour lesquels on a fait un plan de traitement et puis finalement ça se termine pas bien, et en tout cas pas de façon confortable et pas avec un accompagnement optimal. Donc vraiment la fluidité des parcours, c'est que chacun connaisse un petit bout du métier de l'autre, de façon à ce que le patient finalement ait ne sente quasiment pas ce changement de prise en charge. Donc, s'adapter aux besoins des patients, bien évidemment, c'est une évidence, mais encore faut-il le dire. Et puis, un gros besoin aussi d'anticipation. Alors, anticipation, on en parle tous, on a tous envie d'anticiper. La réalité en face, elle est qu'on n'arrive pas à tout anticiper. Je pense que tous les professionnels vivent ça. On a beau avoir préparé un maximum de choses auprès de la famille, des aidants, etc. Eh bien, il y a des moments où ça va pas bien, où on a quelque chose qui n'était pas prévu. C'est de la médecine. Et donc, comment est-ce qu'on fait face à l'incertitude et comment est-ce qu'on arrive à être réactif? Et ça, c'est la mobilisation de tous. Bien sûr, on a tous des lits très pleins, mais voilà, je pense qu'on travaille là-dessus et on essaie d'être réactif, de recevoir les patients plutôt rapidement en consultation, voilà, et également de pouvoir s'appuyer sur également le territoire, le domicile. Et je prends l'exemple de Pallidum qui nous aide beaucoup. Donc clairement, cette réactivité est vraiment quelque chose qu'on recherche. Et puis dernier point qui me paraît aussi très important, là aussi qui paraît une évidence, mais les liens humains entre les unités est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je crois qu'on ne pourrait pas réussir ça s'il n'y avait pas ces échanges vraiment à titre humain entre les différentes unités, c'est-à-dire que le fait que des gens de l'hôpital Chenevier viennent sur Mont-d'Or et dans l'autre sens également, je pense que ça c'est très important de bien se connaître entre nous, et ça permet ensuite très facilement de pouvoir communiquer au sujet d'un patient qui pose problème dans une unité ou l'autre. Voilà ce que je pouvais vous proposer. C'est un gros survol, donc je suis tout à fait ouvert à vos questions et voilà. Et merci encore de l'invitation. Merci infiniment, c'était très intéressant. Alors, si vous avez encore quelques instants, est-ce que vous pouvez répondre Oui, je suis aux deux avec questions? vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Vous avez Mais je ne deux sais pas questions. comment je sais pas comment je peux départager par contre. Arrêtez le partage. Ouais. Alors, en attendant que C'est bon. je peux vous lire les questions, vous pouvez les lire vous-même. Donc, il y a une personne qui demande comment peut-on faire pour vous adresser à un patient en SMR
Et la deuxième question porte sur le maillage domicile, en particulier médecine de premier recours et organisation anticipant les risques d'aggravation ou de décompensation à domicile, en citant les exemples d'intervention des équipes mobiles de soins palliatifs territoriales, mais aussi l'hospitalisation à domicile ou les prestataires de services à domicile. Une troisième question qui vient de tomber concernant l'annonce des soins palliatifs précoces en tant que médecin. Alors, beaucoup de choses. Alors, je commence par comment nous adresser des patients SMR. Alors, le SMR a ouvert le 16 décembre. Donc, vous voyez que c'est tout récent. On n'est pour l'instant pas dans des locaux définitifs parce qu'on attend les travaux qui devraient se terminer au mois de mars, mais on a quand même ouvert 9 lits et actuellement, on a même 13 patients. Donc, ce n'est pas pour l'instant une grosse unité. Je dois vous dire que pour l'instant, on n'a pas encore mis sur Via Trajectoire, on est encore petit, on préfère se rôder, on a une équipe toute neuve, on a réussi à recruter une équipe entière alors que vous connaissez les problèmes qu'on a pour le recrutement d'infirmières, donc on est plutôt content de ça. Donc on a dû vraiment recruter de A à Z. Donc pour l'instant, on est en rodage, je dirais, comme on faisait autrefois avec les voitures. On est en rodage et je pense que ça va prochainement pouvoir s'ouvrir. Voilà, en étant très précautionneux aussi des typologies de patients qu'on prend, ce qu'on est capable de prendre, ce qu'on n'est pas capable de prendre. Voilà, pour information, Chenevier, on ne peut pas avoir un examen biologique comme ça en urgence si on a besoin. Il faut un petit peu de temps. Voilà, c'est faisable, mais on a besoin de patients qui ne soient pas trop lourds. On a besoin de juger un peu de ça. Donc, ça va bientôt ouvrir. On sera sur Via Trajectoire. Alors, question d'Elisabeth. Bonjour. J'ai pas beaucoup parlé du maillage avec le domicile, médecine de premier recours, organisation anticipant les aggravations. Bah oui, effectivement, ça fait partie des sujets de travail, de savoir comment est-ce qu'on peut un peu mieux travailler ces parcours-là. Pour l'instant, c'est vrai que les personnes qui sont sur l'unité douleur et soins palliatifs sont régulièrement en contact avec les patients qui sont retournés au domicile. Ils sont prioritaires comme admission sur l'UDSPI. Très clairement, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur le maillage avec les unités du territoire. On n'a pas d'unités qui sortent de l'hôpital pour s'occuper de nos patients à l'extérieur. On a essayé de mettre en place un système de télésurveillance. Voilà, on a fait un peu un pilote là-dessus. C'est assez compliqué et ce n'est pas forcément, ça n'a pas été très très successful parce que c'est compliqué, parce que les patients répondent pas forcément au questionnaire, que ça se passe pas comme ça et qu'il y a besoin de plus de discussion et d'évaluation, je dirais, plus proche que simplement des réponses au questionnaire. Donc c'est une idée qu'on avait, mais finalement, alors peut-être qu'il faut le revoir de façon différente, là aussi pour essayer de juger les besoins qui peuvent se faire sentir et les anticiper. Pour l'instant, ça n'a pas trop bien marché. Et évidemment, ce que tu mets, Elisabeth, sur la place de l'HAD, des prestataires, bon, ça, on est en rapport de façon régulière avec eux, là aussi, en fonction des besoins. Et après, l'avantage qu'on a, c'est que le fait de pouvoir jouer sur des lits d'oncologie médicale, des lits d'unité de douleur et soins palliatifs intégrés et des lits de SMR, ça va nous faire finalement une possibilité de discuter entre nous et d'essayer de trouver des lits lorsqu'il y a une situation qui craque à la maison. Merci beaucoup. Il reste encore quelques questions, notamment une sur comment faites-vous pour annoncer les soins palliatifs précoces en tant que médecin? Alors, c'est pas quelque chose que j'annonce en disant bonjour, vous êtes en soins palliatifs précoces aujourd'hui. En fait, c'est un espèce de continuum lorsqu'on prend en charge les patients. Donc là, si on prend les exemples des patients qui sont en situation avec une maladie incurable, donc d'emblée incurable, dont on sait qu'ils ont des métastases à la diffuse et que voilà, ils vont mourir dans leur maladie. Il faut y aller, c'est toute la question de l'annonce diagnostique au départ. On ne peut pas faire
le laïus là-dessus, mais en gros, c'est avec tact, c'est s'adapter à chacun, c'est ne pas mentir, mais ça passe par une phase aussi d'euphémisation, au moins au départ, mais c'est ne pas faire espérer une guérison complète chez les patients, et bien souvent, voilà, on discute avec les patients et on leur fait comprendre que cette maladie, on arrivera sans doute à la contrôler, on va se battre là-dessus, mais par contre, on n'arrivera sans doute pas à la guérir, dans le sens où on arrive à supprimer toute la maladie, et qu'un jour on leur dira vous êtes guéri, au revoir. Donc ça passe déjà par cette prise de conscience des patients, conscience ou inconscience, que cette maladie à un moment donné sera finie, enfin plutôt que la vie sera finie. Mais là aussi, c'est un discours qui se fait progressivement de façon à éviter aussi un certain nombre de sidération qui peut arriver, et en tout cas pas dans ma pratique, hein. Après d'autres font peut-être différemment, mais moi c'est pas quelque chose que j'annonce dès la première séance, mais qu'on réévalue les choses en fonction des scanners, qui est la réalité, hein, en fonction de l'évolution de la maladie et l'évolution, l'efficacité thérapeutique, les choses pourront soit s'aggraver, soit s'améliorer. Après, au bout d'un certain temps, quand on arrive dans des situations où on commence à avoir des symptômes, c'est sûr qu'on part en général de ces symptômes pour aller encore plus loin et initier des discussions qui peuvent se faire sur c'est quoi vos projets, comment vous voyez les choses, est-ce que vous avez discuté un peu avec votre famille. Voilà, on essaie de lancer un peu des perches auprès des patients pour voir un peu s'ils sont à même de pouvoir discuter de ce genre de choses. C'est là où des interlocuteurs différents sont aussi importants, parce que certains patients ont du mal à avancer dans cette prise de conscience-là. Et puis, il y a des patients qui, authentiquement, ne sont pas du tout capables d'entendre ce genre de choses et d'entendre que, à un moment donné, il faudra tout arrêter. Donc ça, voilà, c'est toute la prise en charge qu'on peut avoir multidisciplinaire, et avec l'aide des psychologues également. Et puis d'être aussi avec une certaine souplesse, et pas d'éviter non plus d'être trop raide en disant il faut tout dire maintenant, c'est maintenant qu'il faut le dire. Il faut jouer souvent avec le temps aussi, et la temporalité nous aide beaucoup. Donc c'est un processus où je ne peux pas vous décrire aujourd'hui comment se passe une consultation, puisque c'est un processus pour lequel on joue avec le temps, avec les différentes consultations, avec aussi les partenaires qu'on peut avoir, les aidants, les discussions qu'on peut avoir avec les aidants, avec le patient, avec les deux. Voilà, c'est un processus dynamique, je dirais. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui rejoint un petit peu tout ce que vous venez d'expliquer. Quid des patients suivis en hémato, où les transfusions ne s'arrêtent quasiment jamais, ainsi qu'en néphro, où les dialyses sont perpétuelles? Alors, je ne vais pas botter en touche parce que je ne suis pas néphrologue ni hématologue, mais j'ai pas vraiment de réponse à ça. Il y a des patients qui ont une espérance de vie qui peut être longue et qui demandent un soutien transfusionnel. Ça dépend de l'état du patient, je dirais. Et ça peut nous arriver, et puis tout arrive, hein, je veux dire, il peut y avoir le fameux patient qui a absolument besoin de revoir quelqu'un de sa famille qui va arriver dans 48 heures, s'il y a besoin de le transfuser, why not, quoi. Voilà. Après, c'est des discussions. Si c'est des patients qui ont une espérance de vie effectivement extrêmement limitée et qui demandent de pomper la totalité de la banque du sang parce qu'il leur faut des plaquettes et des transfusions, etc., sans espoir derrière, il faut rediscuter la pertinence de ce type de soins. Les histoires des dialyses, c'est aussi compliqué. Moi, les cas que j'ai vécus, c'était des patients qui à la fois avaient un cancer évolué et les dialyses. Et c'est vrai que c'est des situations qui sont compliquées, et on l'a vécu sur l'unité de soins palliatifs. Voilà, sur des discussions qu'il y a eu, et ça, c'est des discussions qui sont également très riches sur le plan éthique avec les néphrologues, sur se dire, il y a un moment donné, il faut quand même arrêter la dialyse, mais c'est très difficile pour les néphrologues aussi, et de même que c'est pas facile non plus pour un oncologue aussi, qui n'est pas préparé, de dire on arrête la chimiothérapie alors qu'on pourrait proposer quelque chose.
Est-ce qu'il y a des beaucoup. médecins qui gèrent les LISP, hein? Donc au-delà de ça, au-delà de ce que je vous ai présenté du dispositif, il y a également un médecin, un psychologue et qui s'occupe de l'équipe mobile sur les autres services non cancérologiques qui est aussi en relation avec nous. Mais on n'a pas de médecin dédié pour les LISP dans le service. On a une de mes collègues oncologues qui a le DU de soins palliatifs. Mais bien évidemment, comme on a la facilité d'avoir les médecins du DSPI, c'est plutôt vers eux qu'on se réfère. Merci encore. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Et merci à ceux qui ont posé des questions. Et donc, on va passer à la présentation suivante. Merci encore, professeur Tournigo. Merci. Donc, je vais passer la parole à Amélie Césari, qui représente l'hôpital privé Les Peupliers, donc un établissement privé maintenant, et qui va se présenter. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez Très bien? bien. Super. Oui, oui. Donc, je suis Amélie Césari, je suis directrice des soins à l'hôpital privé des Peupliers et je vais vous faire une petite présentation sur notre projet de soins palliatifs et plus globalement sur nos prises en charge à l'hôpital en termes de cancérologie. Alors, l'hôpital privé des Peupliers, c'est un établissement Ramsay Santé, donc on fait partie d'un groupe qui existe au niveau national, assez représenté avec, je dis toujours le nombre, 163 établissements de santé, mais pas que en France, etc. Mais on va se concentrer sur la France. Et nous appartenons au territoire de l'Île-de-France et plus précisément au découpage du groupe au pôle Paris. Que ce soit le groupe ou l'établissement, le parcours et le projet de cancérologie est assez prégnant. Donc, le projet de cancérologie appartient ou fait partie du projet du groupe Ramsay Santé, selon 4 grandes cibles, 4 grands axes: innover dans les prises en charge, proposer des traitements ciblés et personnalisés, accompagner les patients vraiment dans tous les domaines qui peuvent toucher leur cancer et être touchés par leur cancer et faire progresser la recherche. Un des points importants du groupe, c'est dès le départ, ça a été historiquement de créer des parcours de soins coordonnés, du diagnostic jusqu'au suivi et soutien de l'après-cancer, avec présent sur le groupe à peu près tous les types de traitements et avec la création de quelque chose qui s'appelle sur le groupe l'Institut de cancérologie et qui est une dénomination qui représente finalement la volonté et l'organisation de la coordination du parcours. Sur l'établissement, nous sommes au cœur du pôle Paris, dans le 13e arrondissement. Nous avons un centre de radiothérapie, un service de chimiothérapie, une unité de production de chimiothérapie qui produit pour plusieurs établissements du groupe. En termes d'imagerie, plateau technique, un scanner IRM, une scintigraphie. On a aussi la chance d'avoir une chargée de recherche clinique. Plusieurs types de chirurgie du cancer, un bloc d'endoscopie diagnostique et interventionnelle. Et en termes d'oncologie propre, un service de médecine d'oncologie avec 4 LISP installés et 2 services de SMR d'oncologie, avec des soins de support à la fois établissement et à la fois des prestataires qui viennent soutenir nos besoins en soins de support, donc les soins de support classiques, assistante sociale, diététique, psychologue, sophrologue, socio-esthétique. Et en fait, pour ça que là, j'ai positionné finalement la coordination et l'Institut de cancérologie vraiment sur l'ensemble des différentes unités ou thématiques de l'hôpital de cancer de l'hôpital, pardon, puisque vraiment la coordination du parcours de soins, elle est portée par ce qu'on appelle l'Institut de cancérologie. L'Institut de cancérologie, c'est pas si extraordinaire que ça, c'est une chef de projet et une infirmière de coordination qui va avoir pour mission de coordonner les parcours les plus complexes, de faire le lien entre les différents secteurs, parce qu'on a beau ne pas être un très grand hôpital, on a quand même une radiothérapie autonome, des services de chirurgie et de médecine qui coexistent, mais qui
qui vivent pas au même rythme de vie et par contre la chance de porter une réunion de RCP où tout le monde arrive à se retrouver et à discuter ensemble des dossiers. Pour faire un bref rappel et pour un peu expliquer aussi où est-ce que nous avons choisi de mettre les évaluations et des besoins des patients, je vous présente juste brièvement le parcours de soins en cancérologie tel qu'il est présenté par le groupe. Donc avec un joli petit schéma qui est sous-tendu quand même par un accompagnement personnalisé et coordonné. Donc on a les étapes classiques, on a la chance de bénéficier aussi d'une consultation d'oncogénétique au sein de l'établissement et donc le parcours normal, diagnostic, bilan d'extension, la RCP, le programme personnalisé, la consultation d'annonce et le dispositif d'annonce infirmière. On a la chance d'avoir mis en place, d'avoir eu une mise en place du dispositif d'annonce il y a un certain temps, donc c'est quand même bien installé sur l'établissement. Puis après, on a le passage au traitement et c'est là qu'on a un petit peu rajouté des petites choses. On a positionné un HDJ initial. Donc, si les différents soins de support sont présentés lors de la consultation d'annonce infirmière, on a renforcé cette présentation par l'HDJ initial, qui est en fait un HDJ où on va représenter au patient son parcours de soins, avec déjà les informations du plan personnalisé de soins. On remet dès cet HDJ finalement une présentation de tous les soins de support. Il y a un échange avec l'infirmière coordinatrice de l'Institut et un petit flyer qui va expliquer les directives anticipées, personne de confiance, enfin, les différentes nuances à ce niveau-là. Et pour la filière de chirurgie, un HDJ de préhabilitation à la chirurgie du cancer qui, lui, va aussi apporter l'importance, l'évaluation des besoins pour les patients et surtout l'importance de la préparation à la chirurgie du cancer, qui n'est pas une chirurgie comme les autres. Ensuite, nous assurons donc les 3 types de traitements, la radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie. Chimiothérapie et radiothérapie bénéficient d'un staff hebdomadaire où il peut y avoir des coexistences, des participations des 2 médecins des spécialités dans l'un et l'autre des staffs, puisqu'on a des patients en commun qui suivent des bithérapies, radiochimiothérapie. On a mis en place, depuis assez récemment, une télémédecine de surveillance et d'accompagnement pour les chimiothérapies. On travaille avec Résilience, qui du coup nous permet d'avoir finalement un suivi, une surveillance des effets secondaires en chimiothérapie, ainsi un petit rappel des conditions pour les cures de chimiothérapie. Et là où, depuis assez récemment, les médecins ont souhaité renforcer le maillage des évaluations en besoin, justement pour nuancer peut-être un peu plus le passage de l'évaluation soins de support à l'évaluation des besoins en soins palliatifs, avec un HDJ d'accompagnement du cancer métastatique qui peut être proposé d'emblée sur un diagnostic d'emblée métastatique et qui est porté par l'infirmier douleur et soins palliatifs de l'établissement. Et on va mettre en place un HDJ, donc là je l'ai appelé SC, c'est un HDJ de suivi de cancérologie, parce que finalement l'espace-temps était un peu dilué parfois entre l'HDJ initial, le suivi par l'infirmière de coordination, l'infirmière coordinatrice de l'Institut. Pendant le traitement, le patient était un peu laissé entre les mains des thérapeutiques. Et puis, il y avait ce besoin, en tout cas, il a été identifié par les médecins, de refaire un HDJ lorsque les traitements sont un peu longs pour éventuellement réévaluer les besoins, reparler du projet d'après-cancer et accompagner le patient de façon un petit peu plus, avec un maillage un petit peu plus serré. Et ensuite, on a donc notre projet personnalisé après-cancer qui est aussi coordonné. Et donc, visuellement, tout ce parcours est baigné et, on va dire, sous-tendu par notre institut de cancéro et l'infirmière coordinatrice, de cancérologie. Les points faibles de notre parcours, c'était finalement entre le moment où on a l'annonce
l'HDJ initial qui présente le parcours, puis la partie thérapeutique. Il manquait des réévaluations. Donc, un des points qui va être un petit peu modifié, en tout cas qui va être appuyé, c'est l'utilisation d'évaluations en besoin en centre de support pendant les différentes thérapeutiques, ce qui n'existait pas à présent, enfin jusqu'à présent, pardon. Ce qui est important et ce qui est mis en avant par le groupe et par l'établissement, c'est aussi l'accompagnement et du patient et de son entourage. L'entourage, l'accompagnant, la personne de confiance peuvent en tout cas participer lors de l'HDJ initial, au séminaire d'information de l'infirmière coordinatrice, ce qui du coup va permettre d'avoir un petit peu le même niveau d'information que le patient et on intègre au mieux et au plus tôt les accompagnants tout au long du parcours de soins. Alors, notre projet de soins palliatifs, jusqu'à présent, il n'y avait pas de vrai projet de soins palliatifs en tant que tel. On avait un projet de cancérologie, de soins de cancérologie sur l'établissement qui n'était pas, enfin, voilà, les soins palliatifs étaient intégrés dans ce projet, mais il n'y avait pas de vrai projet en soi, et c'est ce qui va être la vraie différence. Donc, pour l'instant, je demande toute votre bienveillance, puisque c'est vraiment les premiers jets que je vous présente, parce que moi, je suis arrivée sur l'établissement en septembre, et c'est un des deux gros projets à refondre, le projet de soins de cancérologie et le projet donc de soins palliatifs, puisque nous sommes aussi dans des périodes avec, il y a eu beaucoup de turnover de personnes, avec du départ de compétences, et donc il va falloir qu'on refonde notre projet et qu'on retrouve de nouvelles compétences, et on en a trouvé en partie. Ce que je vous présente est le fruit de petits groupes de travail, de préparation, on va dire, entre les médecins de cancérologie, le médecin douleurs et soins palliatifs qui, pareil, est arrivé en septembre sur l'établissement, à ce rôle-là en tout cas, et du coup, on a commencé un peu à mettre les premiers jalons. Donc, l'identification de référents soins palliatifs est un élément important. Donc, on a donc ce médecin qui, malgré un établissement pas très grand, entre le moment où on installe, où on intègre quelqu'un et qu'il commence à vraiment être intégré à la totalité des filières de soins, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, le travail est en cours. Vraiment, on est des personnes identifiées comme ressources sur la prise en charge palliative de nos patients. Un point qui est important, c'est de vraiment reconstruire, enfin, qui est important, c'est reconstruire nos équipes. Le professeur Raymond Dore nous parlait de la difficulté de recrutement, c'est quelque chose qui est assez prégnant sur Paris. Donc, d'où l'intérêt d'avoir aussi un projet construit pour reconstruire nos équipes. L'importance du parcours individualisé. Le projet d'équipe, donc ce qui compte, en mon sens, sur l'établissement, c'est justement de pas forcément faire un projet de service, parce que faire un projet de service de médecine onco et de soins palliatifs au sein du service de médecine onco et de soins palliatifs, c'est important, mais la prise en charge de cancérologie sur l'établissement, finalement, elle est présente dans beaucoup, beaucoup de secteurs, et c'est important que ce soit un projet d'établissement qui soit... donc, en fait, j'aurais dû mettre projet d'équipe avec un S, parce que pour moi, on veut travailler avec l'ensemble des équipes qui prennent en charge nos patients atteints de cancer. L'importance de la place des accompagnants, les soins de support, à quel moment on évalue les besoins, à quel moment on peut mettre en place et apporter les réponses aux patients. Les aides extérieures, pourquoi c'est un point important dans notre projet de soins? Parce que finalement, on a eu pas mal de turnover sur ces dernières années sur l'établissement, et on a perdu justement ce lien humain avec les réseaux. Va falloir peut-être le reconstruire un petit peu, ou en tout cas, les nouvelles personnes doivent se faire connaître des réseaux et des associations avec lesquelles on travaille, pour maintenir ce maillage qui est important, et toujours avoir la notion de se positionner dans une amélioration continue. Après, j'ai redétaillé les différents éléments, ce qui va me permettre de répondre à la question de la personne qui demande: qu'appelez-vous un référent en soins palliatifs?
En fait, ces référents, les LISP sont intégrés dans le service de médecine oncologie. Jusqu'à présent, le service était à médecin unique et nous avons eu donc l'arrivée d'un médecin douleur soins palliatifs en poste depuis septembre, qui n'est pas finalement un médecin de service, qui est plus un médecin un peu satellitaire. Et ce qui est important, c'est c'est ce médecin, enfin, qu'elle soit bien positionnée, soit bien identifiée par l'ensemble des praticiens, parce qu'on a beaucoup de praticiens chirurgiens, radiothérapeutes, chimiothérapeutes. Et c'est vrai que ben voilà, c'est détacher les soins palliatifs de la prise en charge uniquement des LISP. C'est important parce qu'on peut avoir des prises en charge palliatives dans d'autres secteurs. Malheureusement, parfois, c'est plus de la prise en charge vraiment de fin de vie. Mais même dans les parcours de soins des patients qui sont suivis par nos praticiens, bah, qu'elles soient bien identifiées à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est de faire porter ce projet par le médecin oncologue, qui est le médecin du service où sont hébergés les LISP. Et le médecin douleur soins palliatifs, ça fait un bon binôme. Et ensuite, que notre infirmière coordinatrice de l'Institut soit aussi pas, enfin voilà, Institut de cancérologie, mais qu'on soit aussi identifié comme référente. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Euh, sur cela, on pourra peut-être compléter la question plus tard. Donc, le projet de soins palliatifs va être construit avec des groupes de travail pluridisciplinaires. Il est important qu'il y intègre une formation continue des équipes parce que justement, avec le turnover qui peut exister, on a des personnes qui sont formées, qui s'en vont, on a une vacance de compétences et qui parfois entraîne des conséquences un peu embêtantes. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir vraiment, et c'est dans ce sens-là qu'on a monté aussi notre notre plan de formation 2025 pour que la formation en soins palliatifs devienne presque une formation continue et finalement aussi, pas que des infirmières du service de médecine onco, mais aussi des infirmières, des manipes de radiothérapie, etc. Enfin, un petit peu de tous les acteurs de cancérologie. Euh, on a, alors, oui, réflexion par rapport au soutien d'équipe. Le déplacement du service, parce que le service était un petit peu isolé, un petit peu tout seul, tout en haut de l'hôpital. Donc, on l'a repositionné plus près de la HDJ de chimiothérapie, ce qui permet de faire une unité aussi avec le médecin qui est le chimiothérapeute qui assure l'accompagnement et le suivi des patients et l'accompagnement avec les outils du groupe qui nous proposent quand même quelques soutiens psychologiques intéressants. Le projet tel qu'il va être représenté, en tout cas le projet de parcours de soins et le projet du parcours, enfin le projet de cancérologie de soins palliatifs, l'idée c'est que finalement on évalue dès l'annonce du diagnostic primaire et aussi à chaque moment finalement de prise en charge de nos patients, les besoins en soins de support. On a quand même la chance d'avoir des soins de support assez nombreux et ce qui est important, c'est de répondre aux bons besoins au bon moment. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on a rajouté des HDJ de suivi pour pouvoir refaire cette évaluation régulièrement. Le parcours des patients fragiles est coordonné par l'Institut. On veut vraiment, enfin voilà, je l'ai remis en plus, les évaluations. Et puis finalement, faire un peu des évaluations systématiques, c'est-à-dire pas forcément se poser la question est-ce que c'est nécessaire ou pas d'évaluer, mais finalement se dire chaque fois qu'un patient est à une étape de sa prise en charge, à chaque HDJ, on fait cette réévaluation en équipe pour pouvoir éventuellement faire évoluer les besoins. Et dans cette notion de se dire, on va peut-être faire évoluer les besoins de soins de support vers des besoins plus spécifiques soins palliatifs. Et l'intégration, vraiment l'injection finalement de ce médecin de douleur et soins palliatifs à toutes les étapes et pas forcément à toutes les étapes du parcours et surtout qu'il soit bien identifié pour que nos médecins puissent aussi faire appel à elle lors de suivi de patients, pour des prises en charge de douleurs complexes, ce genre de choses. La place des accompagnants, donc comme je disais, l'intégration des aidants, des accompagnants dès l'âge des initiales de cancérologie. L'aménagement, finalement, parce qu'on avait
on avait un salon des familles, on n'avait plus de salon des familles, donc on va remettre un salon des familles, c'est-à-dire vraiment un salon intégré au service enfin une pièce intégrée au service de cancérologie pour permettre un accueil des familles un peu moins hospitalier, on va dire. Présentation des réseaux et associations pour les aidants aussi, dès le départ, vraiment intégrer notre maillage, notre possibilité de maillage territorial, sachant qu'on a quand même des patients qui viennent d'Île-de-France, mais pas que. On a quand même un bassin de population qui est assez important et positionner notre institut, donc c'est à la fois des personnes, mais aussi un petit lieu qui permet d'être un lieu d'accueil pour les personnes. Un des points importants, parce que justement nous allons avoir le départ de quelqu'un qui était historique dans l'établissement, c'est garder vraiment j'ai mis créer des liens de convention avec les structures de soins palliatifs du territoire, mais aussi renforcer les intégrations des associations des bénévoles, ne pas perdre en fait ce lien humain que l'on peut parfois perdre quand quelqu'un s'en va, et l'importance aussi de sa formation continue des équipes par le médecin de douleur, développer encore plus nos conventions avec les réseaux, et un sujet voilà, sur lequel je tiens, c'est l'HAD qui est peu développé sur l'établissement. Et bien sûr, définir nos outils d'évaluation du parcours. Donc, on en a choisi 3, mais bon, ça peut encore évoluer. Donc, globalement, nous sommes au début de notre parcours pour créer notre projet, en tout cas réécrire notre projet de soins palliatifs. Donc, il est voulu par la direction avec ce qu'on appelle des comités de pilotage. Donc, on va on va se remettre au travail, pardon, avec un comité de pilotage qui est prévu pour le 17 mars. Donc, on va retravailler notre projet, puis ensuite faire des groupes pluridisciplinaires et plurispécialités pour essayer d'avoir le projet le plus complet, ou en tout cas qui prenne vraiment l'ensemble de nos filières et l'ensemble de nos prises en charge. Voilà, donc ça va. J'ai négocié un temps assez long avec ma direction pour prendre le temps de créer un projet, parce que c'est pas forcément évident avec des médecins libéraux qui sont très occupés aussi dans leur activité, voilà, de créer quelque chose en 2 réunions, ça me paraît un peu court. Donc, globalement, l'objectif affiché, ce serait d'avoir un projet à présenter en juin, lors d'un COPIL. Voilà. Alors, dans les questions... Je vous laisse regarder les questions et y répondre. Alors, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question sur le référencement palliatif. En tout cas, c'est comme cela que nous, on l'entendait. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai perdu les premières questions. J'arrive pas à voir les... Je vais vous les lire si vous voulez, comme ça, Merci. ce sera plus Ouais. simple. Alors, la première, avez-vous mis en place des RCP de phase avancée intégrant le médecin de soins palliatifs? Alors, en fait, on a plutôt, en tout cas, la politique actuelle est plutôt dans l'idée de se dire que le médecin de soins palliatifs doit assister à toutes les RCP. Voilà, comme ça. Ou en tout cas, il fait vraiment, voilà, pour moi, il fait partie il fait partie vraiment de l'équipe médicale sur notre parcours de cancérologie. Donc, en tout cas, c'est comme ça que l'on l'a présenté et intégré à notre équipe de cancérologues. Et l'autre question, c'était est-ce que nous avions une RCP, c'est ça, pour les stades avancés? Pour le moment, pas vraiment. Les médecins aussi comme ce sont des médecins libéraux, ils ont parfois plusieurs sites de pratique, et notamment, faut avoir des médecins qui travaillent à l'Institut Curie, ou qui ont des correspondants sur d'autres sites qui sont peut-être un peu plus porteurs en termes de soins palliatifs et de cancérologie, et du coup, ils font appel à ces RCP-là parfois, et pas uniquement qu'à nos RCP pour les discussions de métastases, de diagnostic secondaire ou de phase avancée. Voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même, bien évidemment, la validation de la prise en charge palliative par une RCP. Alors, on n'est pas très regardant. Si elle a été discutée dans une autre RCP, on n'en veut à personne.
Si vous pouvez répondre, tant mieux, hein, mais il y a une question qui porte sur le codage des HDJ de soins de support et puis une autre question sur vos outils d'évaluation. La personne demande, pourriez-vous revenir sur vos outils d'évaluation, s'il vous plaît? Alors, pour le codage des AGJ de soins de support, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Donc, si la personne, je vais vous dire enfin, en gros, on a monté nos HDJ avec le soutien de nos DIM du groupe. Donc, on répond à des critères sur des HDJ. Alors, c'est pas des HDJ soins de support, c'est vraiment un HDJ de bilan initial de cancérologie, un HDJ de suivi de cancérologie et un HDJ d'accompagnement de cancer métastatique. Et pour l'HDJ de préhabilitation de chirurgie du cancer, c'est aussi ciblé un peu par spécialité, digestif, urologique et gynéco-séno. Voilà, je suis pas en capacité de maîtriser le codage en question, mais si la personne veut m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, j'essaierai de compléter la réponse. Sur nos outils d'évaluation, en fait, on a la chance d'avoir quand même une direction cancer au sein du groupe qui travaille sur ce genre de sujet et qui nous a mis à disposition. Alors, moi, je vous dis honnêtement, voilà, toutes les obligations, les outils disponibles pour la cancérologie, je n'ai pas encore bien fait le tour de tout. Par contre, en fait, voilà, on a la chance d'avoir une direction qualité, une direction cancérologie qui travaille sur ces sujets, qui nous fournit finalement des formulaires d'évaluation avec des scores. Alors, ce n'est pas le Paliadis qui a été développé sur notre dossier patient informatisé, mais on a une évaluation avec les besoins que les infirmières peuvent remplir. Et jusqu'à présent, on était vraiment très ciblé HDJ cancéro ou médecine onco ou voilà. Mais ce que je trouverais intéressant et ce sur quoi on va travailler, c'est que finalement ces évaluations elles soient presque faites automatiquement à partir du moment où le patient a un diagnostic de cancer, quelque étape qu'il soit, qu'on puisse faire ces évaluations. Si jamais la personne est intéressée, pareil, qu'elle m'envoie un mail. euh, je vais mettre mon mail dans le groupe partage si vous voulez, comme ça vous l'avez, sauf que je ne trouve pas ma souris. Et du coup, l'idée, c'est, voilà, si vous voulez que je vous partage le format du formulaire, c'est, en fait, en gros, ça reprend un peu un mini DA qui permet d'évaluer les besoins. Alors, risque de décompensation. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est d'anticiper les besoins, l'évolution des besoins. C'est pas toujours évident. Merci. Faut faire tout plein de choses. Et de façon générale, ce ne serait pas intéressant qu'il y ait une petite réflexion pour aider au bon codage. Ah, ça, je ne peux pas m'engager pour l'accord Palif et on code. C'est bien pris, merci beaucoup. Et effectivement, ça rejoint des attentes qu'on a déjà notées. Voilà, donc on va réfléchir afin de vous proposer quelque chose de pertinent, ne serait-ce que vous orienter vers les bons textes et les bons interlocuteurs. Merci beaucoup, Amélie. J'ai l'impression que vous avez pu faire le tour des questions qui étaient posées. Je crois. Voilà, j'ai l'impression qu'on a bien répondu à toutes les questions. Puis on va arriver doucement à la fin de ce webinaire qui a permis de mettre en avant 2 exemples de retours d'expérience très concrets. Donc, merci beaucoup. Néanmoins, on n'a pas épuisé tous les outils possibles et toutes les façons de travailler. Il n'y a pas une façon unique de bâtir son projet d'établissement. Important, je crois que c'est de s'y mettre, de s'entourer et de se faire accompagner dans la mesure du timing que vous vous êtes donné dans votre établissement. Et puis, encore une fois, de se tourner vers nous pour bien vous assurer que vous êtes intégré dans la filière territoriale là où vous vous trouvez, en sachant qu'en Île-de-France, ces filières, elles ont un espace qui dépasse parfois le simple territoire immédiat de là où vous êtes implanté. Donc, voilà, je vais vérifier qu'il n'y ait plus du tout de questions. Voilà, écoutez, je ne vois pas de questions complémentaires, donc j'en déduis que
les réponses ont pu être apportées. Je vous remercie vraiment très sincèrement à tous les intervenants qui ont accepté de préparer avec nous ce webinaire et puis à tous les participants. Vous pourrez aussi le visionner et retrouver les présentations sur nos sites internet dans les tout prochains jours. Voilà, on vous souhaite une bonne après-midi et encore à votre disposition. Merci beaucoup.